La Norvège à Erling Haaland, le Danemark à Rasmus Højlund et aujourd'hui la Suède à Viktor Gyökeres, l'attaquant du Sporting Lisbonne qui fait autant parler qu'il fait parler la poudre. Alors qui est Viktor Gyökeres, un attaquant qui fait beaucoup parler de lui mais qui est encore très peu connu du grand public? On va voir du coup son profil, ses points forts, ses points faibles, sa saison actuelle et jusqu'où peut aller ce joueur, puisque évidemment cet été il sera très courtisé et il est déjà annoncé dans les plus grands clubs d'Europe. On est parti donc pour découvrir cet attaquant à la célébration iconique. N'hésite pas à poser évidemment ton meilleur like pour récompenser le travail et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on est parti, let's go. Avant de se pencher sur le côté terrain et de pouvoir voir un petit peu en statistiques ce que représente Viktor Gyökeres et pour savoir justement ses points forts, ses points faibles et voir quelques extraits aussi de ses mouvements pour savoir quel type d'attaquant il est et ce qu'il affectionne particulièrement, petit diaporama des familles, voilà, on travaille ici, on bosse, ouais, ça bosse, ça bosse. Donc le profil de Gyökeres pour commencer rapidement, alors je ne sais pas si c'est Gyökeres ou Gyökeres, naturellement je dis Gyökeres, mais bon après chacun le dira comme il voudra, donc né à Stockholm en Suède, donc il représente la Suède, déjà une petite vingtaine de sélections, 19 avec 5 buts marqués déjà. Voilà, donc ça fait une belle bataille parce qu'on a vraiment, comme je disais, avec Højlund et Haaland, on a vraiment 3 attaquants caractéristiques. Je dirais 3 attaquants modernes, on peut même, je dirais, rajouter Gonçalo Ramos qui vient du championnat portugais et qui fait 1,85 m aussi. On est vraiment sur les attaquants qui, à l'ancienne, des attaquants d'1,90 m n'étaient pas forcément très mobiles. Alors qu'aujourd'hui, on a des attaquants d'1,90 m, 91 pour Højlund, 87 pour Gyökeres, 94 je crois pour Haaland, 85, 86 pour Ramos, mais qui sont aujourd'hui très agiles et très mobiles. Donc c'est vraiment une vraie évolution là-dedans. Donc on a un contrat jusqu'en 2028 avec une valeur marchande de 55 millions. On va le voir, mais elle a carrément explosé sa valeur marchande. Et on peut voir donc le contrat jusqu'en 2028, ce qui veut dire qu'évidemment, il a une grosse valeur marchande et que cet été, si jamais un club veut aller le chercher, bah, il va falloir racheter 3-4 années de contrat. Donc forcément, ça va coûter très cher. Donc, il a 25 ans, et donc on va se poser la question, comment ça se fait qu'il a explosé si tard? On peut le voir que c'est vraiment depuis l'époque Coventry, donc dès 2022-2023, qu'il a vraiment commencé à monter, à passer les 10 millions. Et aujourd'hui, il en vaut 55 parce qu'il est littéralement, vous pouvez voir avec la courbe, en train d'exploser les compteurs. On peut le voir donc en statistiques, forcément, avec son nombre de buts. 22 matchs dans le championnat portugais, 18 buts, 7 passes D. En Europa League aussi, ça score 8 matchs, 5 buts, 1 passe D. Et puis en Cup, c'est n'importe quoi. Hein, 2 matchs, 3 buts, 4 matchs, 6 buts, 3 passes D. Donc voilà, il explose littéralement les compteurs. 36 matchs cette saison, 32 buts, 11 passes D. Donc ouais, c'est quelque chose de costaud. Quelque chose que, visiblement, Brighton n'avait pas senti, n'avait pas décelé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a 25 ans, il explose très tard. Et c'est assez rare de voir ce genre d'attaquant. C'est des profils qu'on pouvait voir exploser un peu à la Giroud, à la Valbuena. Mais dans les années 2000-2010, c'était pas rare de voir ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs explosent quand même plus tôt. Voir un mec exploser à 25 ans, c'est devenu quand même assez rare. Et c'est vrai que Brighton, qui a quand même une cellule de scouting très bien réputé surtout ces dernières années et qui a fait exploser beaucoup de joueurs, on se rend compte qu'ils n'avaient pas forcément décelé ça chez lui. On peut voir qu'il y a eu énormément de prêts à Saint-Pauli, à Swansea, à Coventry plusieurs fois. Et à chaque fois, il est revenu à Brighton, puis à chaque fois, il a été reprêté jusqu'à être vendu finalement 1,2 million seulement. Et puis ensuite, il a été transféré donc l'été dernier de Coventry au Sporting pour 13 millions, pour 20 millions d'euros, pardon. Et hop, et puis du coup, on peut voir qu'avec ses performances aujourd'hui et sa valeur marchande, il est le joueur le plus bankable de Liga Portugal. Évidemment, on ne le voit pas là sur la stat, mais il est premier évidemment de son équipe. C'est le deuxième joueur suédois le plus cher, très vraisemblablement derrière Alexander Isak. Et au niveau des avant-centres, on peut déjà voir que c'est le 14e attaquant le plus cher dans le monde. Alors maintenant qu'on a présenté le joueur, on va pouvoir voir un petit peu en statistiques ce que représente Viktor Gyökeres grâce évidemment à un graphe de DataFoot. Merci pour les travaux comme d'habitude. Donc, on commence. Viktor Gyökeres, une valeur de 55 millions, avant-centre, machin. Bon, ça, on l'a vu. Et donc, on peut voir déjà la heatmap. Commençons par la heatmap. On voit que c'est un attaquant quand même qui a pas mal d'activités, qui occupe tout le front de l'attaque. On peut voir qu'il aime beaucoup le côté gauche, un peu plus que le côté droit, évidemment, puisqu'il rentre pour frapper pied droit. Donc, voyons voir au niveau du dernier tir, au niveau des occasions de but. Il fait partie du top 10-30% qui se procure le plus d'occasions de but et qui fait partie aussi de ceux qui marquent le plus de buts de la tête.
On voit que hors penalty, ça c'est important, hors penalty, il fait partie du top 10% qui marque le plus de buts hors penalty. Bon, on l'a vu, 32 buts cette saison, donc il fait partie des tout meilleurs avec Harry Kane et Kylian Mbappé. C'est quand même quelque chose à prendre avec des pincettes parce qu'évidemment, ça reste la Liga Portugal qui n'est pas un championnat majeur et on sait que les équipes hors 4e, 5e place, en dessous, bon, c'est un niveau assez inférieur quand même aux autres championnats. Là, c'est ce qu'on disait au niveau de la participation. Ballon touché, il fait partie des attaquants. On sait qu'il y a beaucoup d'attaquants aujourd'hui qui ne touchent pas forcément beaucoup de ballons. Et bien lui, dans la participation au niveau des ballons touchés, on peut voir qu'il fait partie des attaquants qui touchent des 10%, des attaquants qui touchent le plus de ballons, qui tentent le plus de passes aussi, 10 à 30%. Et au niveau des occasions créées, qui crée le plus d'occasions. Donc ça veut dire que c'est bien quelqu'un qui, même par la passe et par sa vision du jeu, arrive à créer des occasions, ou par le dribble aussi. On verra ça sur quelques extraits, mais on pourra voir que c'est un attaquant très agile et très mobile et qui arrive très souvent par le dribble, par certains petits crochets, par certaines feintes, à se mettre en situation de frappe et pouvoir marquer. Au niveau de la finition, là, il n'y a rien à dire. On est sur un top attaquant, top 10% au niveau des tirs cadrés, au niveau des buts par tir, donc un vrai finisseur. Et au niveau de la différence but et XG, on voit que voilà, quand il a une occasion et qu'il doit la marquer, ça se ressent dans les stats, il le met, il en rate très peu. Alors, on peut se demander, est-ce que justement, il est un petit peu en surperformance? C'est pour ça que c'est pour moi à prendre avec des pincettes déjà par rapport à son championnat et au niveau des défenses, mais surtout, on sait qu'il y a énormément de joueurs qui ont flambé sur une saison, notamment des attaquants à qui tout réussit. On sait que le Sporting Lisbonne joue très bien, le collectif est assez huilé. Donc par exemple, on peut prendre l'exemple de Højlund qui marchait très fort avec l'Atalanta et qui a eu du mal à s'adapter dans cette équipe de United, qui a un collectif un peu moins huilé quand même, avec aussi beaucoup de gros joueurs, d'ego, etc. C'est pas évident. Là, il joue avec peu de pression dans une équipe qui collectivement joue très bien et forcément, quand tu es à la finition de tout ça ou que tu participes au jeu, ça se passe plutôt bien et pour lui, ça se passe très bien. On voit que pour le coup, il n'y a rien à dire au niveau de sa finition et de sa participation, mais à voir quand même est-ce qu'il est en sur-régime ou pas. Au niveau des conduites de balle, c'est ce que je vous disais, beaucoup d'agilité et de mobilité. Un attaquant qui se propose beaucoup, qui participe au jeu avec, on peut le voir, beaucoup de courses progressives. Ceci explique les zones sur le terrain. On peut voir qu'il est très actif et qu'il occupe quasiment toutes les zones. On peut voir en numéro 10, en ailier gauche, en pointe, à droite aussi. Donc on peut voir qu'il est partout sur le terrain. Et c'est là qu'on voit les courses progressives. Il est dans le top 10%. C'est assez rare pour un numéro 9. Au niveau des adversaires éliminés, c'est pareil. On voit que c'est pas forcément le plus gros dribbleur, mais c'est toujours très efficace. Et ça fonctionne. Il fait partie des top 10% qui réussissent à éliminer le plus d'adversaires et qui aussi évidemment du coup subissent le plus de fautes. Donc là on a vraiment un attaquant qui participe au jeu, qui est très technique et qui propose beaucoup d'appels et en plus de ça qui est capable de redescendre, venir chercher les ballons et monter le ballon et avoir des courses progressives intéressantes en éliminant des joueurs, en allant chercher des buts tout seul. C'est quelque chose qu'on va voir d'ailleurs avec les extraits qui suivront tout à l'heure. Alors maintenant, on va passer au niveau des points qui fâchent un petit peu plus, au niveau de là où il excelle le moins et surtout aussi où il peut progresser le plus. Évidemment, puisque ça reste un attaquant qui vient vraiment d'exploser, donc il a encore plein de choses à apprendre, des meilleurs entraîneurs, des meilleurs joueurs, et puis forcément en continuant à jouer à plus haut niveau, il va pouvoir progresser sur ces aspects-là. Au niveau des exécutions, donc on a les passes réussies. On a vu que c'est quelqu'un qui tentait pas mal de passes, malheureusement, il les réussit très peu, top 30-50% des attaquants qui réussissent le plus de passes. Et puis au niveau des centres, c'est encore pire. C'est dommage pour un joueur, on a vu, qui se déporte beaucoup sur le côté gauche et côté droit. Donc je pense qu'il va devoir quand même progresser à ce niveau-là parce qu'il doit avoir très sûrement pas mal d'opportunités de centrer. Et si à chaque fois ça finit dans le gardien ou autre part, c'est bien dommage. On se prive quand même de passes décisives en plus. Et c'est quand même important dans la palette d'un attaquant de pouvoir servir les autres autour de lui. Au niveau des éliminations réussies, je me demande si c'est élimination par la passe ou par le dribble, c'est pas précisé, mais à partir du moment où dans conduite de balle, on a adversaire éliminé, il est dans les meilleurs, je pense que là, ça doit être élimination réussie par la passe. Bon, là aussi, à progresser, on peut voir qu'au niveau des passes, il doit encore progresser, il en tente, il touche beaucoup de ballons, donc à lui de progresser sur cet aspect-là, parce que forcément, plus tu touches de ballons et plus tu tentes, bon, plus aussi tu as de déchets, mais c'est bien de progresser aussi à ce niveau-là. On sait qu'un attaquant, on les a vus, les Benzema, etc., Haaland, qui a beaucoup progressé, dos au but, en remise, c'est important d'être bon là-dessus. Et puis maintenant, là où il excelle pas du tout, c'est au niveau défensif et au niveau du jeu aérien, alors que pourtant, il fait 1m87, il fait plus de 85 kg, donc c'est un beau bébé, c'est quelqu'un qui normalement défensivement doit être capable
d'aller au duel et de récupérer les ballons. Lui ne va pas au duel, c'est dommage pour un joueur qui est si actif, qui occupe beaucoup de place, qui est très mobile, donc c'est dommage de ne pas aller disputer ces duels-là et surtout gêner les premières relances et venir presser pour récupérer des ballons. On voit qu'au niveau des passes interceptées, il n'y a pas encore cette vision-là de capter un petit peu la relance et de se mettre entre les lignes pour venir intercepter des ballons importants. Et puis les duels aériens remportés, on voit qu'il fait partie pas forcément des pires dans ce domaine parce que c'est pas un E ou un F, mais c'est vrai que pour un mec qui fait 1m87 et qui a du physique, il doit encore progresser dans le domaine aérien. C'est un domaine où Haaland notamment excelle et lui il va devoir encore progresser. On a un Gonzalo Ramos qui est plus petit que lui qui excelle aussi dans ce domaine-là. Donc à lui de progresser dans ce domaine. Maintenant, je vais pouvoir vous illustrer ça avec quelques petites séquences. J'espère que je ne vais pas me faire strike avec cette vidéo-là. Mais si vous voyez la vidéo et qu'il n'y a plus d'extraits, vous savez ce qui s'est passé. C'est que forcément, j'ai dû couper cet extrait-là. Alors, du coup, on peut voir que Gyökeres, c'est un attaquant qui fait énormément d'appels, qui se dépense énormément sur le front de l'attaque. On le voit à gauche, on le voit dans l'axe, on le voit à droite, un véritable poison, mais surtout quelqu'un qui, balle au pied, est très agile. On peut le voir très souvent réussir à éliminer son vis-à-vis. Même des fois, il y a 2-3 attaquants, il arrive par un crochet ou par une feinte à se libérer de ce marquage-là et pouvoir se libérer un espace pour frapper. Plusieurs fois, il se retrouve dans des angles un petit peu compliqués avec 2 ou 3 joueurs sur le paletot et il arrive à s'en sortir avec un crochet, avec une feinte, un petit peu à l'image de Kylian Mbappé face à la Sociedad. Gyökeres, c'est un joueur comme ça, c'est un joueur qui est capable d'éliminer et pour un grand joueur, pour un joueur d'1m87 assez lourd, c'est pas souvent qu'on voit ça. On peut le voir aussi au niveau de ses déplacements qui sont très intelligents. Il arrive très souvent à être à la réception des centres. Il sent très souvent là où le ballon va être mis, là où le ballon va arriver. Évidemment, ça aide aussi d'avoir un collectif huilé sous Ruben Amorim. On sait qu'il fait un travail exceptionnel. Donc forcément, c'est plus facile. Mais on voit que ces déplacements sont vraiment hyper intéressants et ont l'air vraiment connus de ses coéquipiers qui savent où est-ce que Victor va faire l'appel. C'est un attaquant qui a vraiment une palette aussi qui est capable de frapper en une touche de balle. On peut le voir là sur ce match face au Benfica. Donc voilà, et même sur cette action-là, on voit, hop, voilà, il est capable de dribbler, d'éliminer et d'aller se chercher un but tout seul alors qu'il était dans un angle fermé. De la tête, on voit que c'est un peu plus compliqué, mais finalement, voilà, la finition, sa capacité, voilà, il est dans le top 10%, clairement sa capacité à finir est exceptionnelle. Là, on voit encore le sens de l'appel, évidemment. Donc c'est quelque chose qui le caractérise très bien. Voilà, encore une fois, toujours bien placé, toujours au bon moment et jamais de défenseur sur lui d'ailleurs. Alors, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention parce que là, il est plutôt libre. Là, il est en train d'exploser dans un championnat, on va dire, mineur, sans manquer de respect, avec des adversaires quand même qui ne seront pas ceux qu'il pourra affronter en Serie A ou en Première Ligue, par exemple. Mais on peut voir qu'il n'a pas forcément de marquage individuel. On peut voir qu'il est très souvent libre. Et ça, c'est quelque chose, forcément, quand tu commences à te faire un nom, que tu vas avoir un transfert à 80 à 100 millions et que tu vas être attendu, forcément tu vas être beaucoup plus marqué à la culotte, forcément que les défenseurs vont faire beaucoup plus attention à toi et à tes déplacements et il aura sûrement beaucoup moins d'espace et ce sera à lui aussi de s'adapter à ça et d'être capable de, sur un petit démarrage, sur une feinte de corps, sur une feinte, un appel contre appel, de pouvoir se libérer du marquage parce qu'évidemment que quand tu auras des Van Dijk ou des Konaté ou voilà, d'autres grands défenseurs sur le paletot, ce ne sera pas évident pour lui. Et on va voir si justement s'il a la capacité d'aller aussi haut qu'on pourrait lui prédire. Voilà les amis, maintenant au niveau de mon avis, je suis pas là pour parler d'un transfert, mais pour moi, forcément, qui va être capable de mettre 70-80 millions, c'est forcément un grand club ou alors un club de première ligue. Je pense qu'un club comme Arsenal qui est dessus, d'ailleurs, je crois que c'est le club le plus susceptible d'attirer Victor Gyökeres. Ils ont le budget pour et puis il manque d'un numéro 9, donc c'est Havertz qui joue très souvent en pointe. Donc pourquoi pas aller chercher cet attaquant-là, mais je pense que c'est peut-être plus adapté pour lui à la suite de sa carrière d'aller dans un club médian avant de taper le top club. Mais c'est quand même un attaquant qui arrive à maturité très tard, certes, mais qui a beaucoup de qualité. Donc ça peut être intéressant, surtout dans un collectif huilé comme celui d'Arsenal. Je le verrais bien plus à Arsenal, collectivement parlant, qu'à Manchester United, par exemple. Voilà, les amis, n'hésitez pas à mettre votre petit like et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.